On va parler vélo, on va parler cyclisme, le 305e épisode du Coup Tordu. Je vous retrouve en solo pour ce 305e épisode. On va faire la preview de la 4e étape du Dauphiné 2025 qui va amener les coureurs du côté de Saint-Péret. Pour ceux qui nous découvrent, je vous rappelle que le Coup Tordu est un podcast fait par des passionnés pour les passionnés avec Latib et Enzo qui m'accompagnent dans ce podcast. Il y a des interviews, il y a des previews. Le Coup Tordu que vous retrouvez sur toutes vos plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Vraiment, on est présent absolument partout. On est même présent sur YouTube, également la chaîne YouTube du Coup Tordu. Et donc, je vous retrouve en solo pour parler vélo, pour parler cyclisme et bien évidemment pour vous faire la preview et vous donner mes pronostics de cette 4e étape du Dauphiné 2025. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous avais donné entre autres la victoire de Mathieu Van Der Poel, c'était le gros pronostic de l'épisode précédent. Donc Mathieu qui a pris l'échappée matinale, c'est un scénario que j'avais évoqué hier, c'était pas le scénario que je privilégiais le plus, mais ce qui était bien avec Mathieu, c'est qu'il cochait un petit peu toutes les cases, la case du GC Day, mais aussi la case de l'échappée matinale. Donc c'est l'option qui a été prise par Mathieu Van Der Poel. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai complètement sous-estimé que les gros leaders voulaient absolument en garder pour le contre-la-montre. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. C'est vrai que de manière générale, de temps en temps, il faudrait que je relise le livre que j'ai sorti en 2021, parce que c'est aussi un truc que j'avais marqué à l'intérieur. Et donc effectivement, à l'éveil de contre-la-montre, les coureurs ont tendance un petit peu, les gros leaders en tout cas, à en vouloir garder sous le pied. Dans la dernière ascension à 19 bornes de l'arrivée, on n'a pas eu une seule attaque des coureurs du peloton. Simplement, les coureurs du peloton sont revenus sur l'échappée matinale pour être bien placés dans la bosse, au cas où, le fameux au cas où de Jackie Durand. Et donc quand Mathieu s'est retrouvé en position favorable dans l'échappée, j'étais pas complètement safe. De manière générale, et pensez-y quand vous bêtez en live, de manière générale, quand un coureur comme ça a la pancarte, et véritablement la grosse pancarte, et qu'il n'est pas accompagné par un ou deux équipiers, c'est extrêmement compliqué pour lui de mettre la balle au fond. Et Roméo a été très intelligent. Encore une fois, comme le disait Jackie Durand, il l'a fait comme un vieux briscard. Il a été gagné l'étape. Donc même quand la cote de Van Der Poel est descendue en live à 1,60, j'étais très loin d'être safe. Puisqu'on parle de cotation, je vais rappeler un petit message de prévention, gros message de prévention, même jouer avec excès comporte des risques. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et sur les plateformes de podcast, vous allez retrouver également le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Si vous avez n'importe quel souci, n'hésitez pas à les appeler. Moi, je prône le jeu safe, le jeu sain. On fait du management de bankroll et on ne fait pas n'importe quoi. On essaye de jouer de manière raisonnée et raisonnable. Petit mot également d'actualité vélo. Moi, il y a deux actus sur lesquelles je voulais revenir, entre guillemets, actualité vélo. Je vous dis un petit peu ce qui a attiré mon attention ces dernières heures. L'ami Samuel, le Ratagaz, je vous invite à le rejoindre sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram, parce qu'il a toujours des analyses très très sympas. L'ami Samuel, on échange aussi en privé sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un créateur de contenu que vraiment j'aime beaucoup en matière de cyclisme. Il y en a plein, mais voilà, moi j'aime bien Samuel. Il y a toujours des petites analyses. C'est toujours court, factuel, précis, concis. Et il s'est amusé à faire une petite analyse aujourd'hui. Il s'est amusé à imaginer le nombre d'étapes que pouvait gagner Tadej Pogačar à la fois sur la Vuelta, sur le Tour de France et sur le Critérium du Dauphiné. Alors je vous spoil pas son analyse. Allez mater ça, vous allez voir le petit calcul qu'il a fait et le nombre d'étapes que Poggi peut gagner cette année. Moi, je me suis amusé à faire un autre calcul. On en avait parlé dans le podcast, la première saison du podcast. Je m'étais fait un petit peu rentrer dans la tronche sur les réseaux sociaux. J'avais émis l'hypothèse que Tadej Pogačar aille chercher, à l'époque c'était le record de Merckx qui avait été égalé par Mark Cavendish, le record du nombre d'étapes remportées sur le Tour de France. Donc depuis, le record a été battu par Mark Cavendish, 35 étapes de gagner sur le Tour de France. Ça paraissait peu probable il y a 2 ans. Moi, je pensais que c'était probable. J'ai toujours eu cette lueur et je pense que Poggi a ce record en tête. On m'a pris pour un fou quand j'en ai parlé il y a 2 ans, mais moi je pense que Poggi a vraiment, lui il aime les records, je pense vraiment qu'il a le record de Mark Cavendish en tête et que Mark Cavendish va profiter de son record de 35 étapes gagnées sur le Tour de France beaucoup moins longtemps que Eddy Merckx a pu profiter de son record de 34 étapes. Je m'explique. Pour l'instant, Poggi, il a gagné 17 étapes sur le Tour de France. Si on regarde le Tour 2025, honnêtement,
honnêtement, il peut en gagner 6, il peut en gagner plus que 6. Moi, je pense qu'il va en gagner entre 5 et 6, mais il peut en gagner plus. C'est Thibaut qui avait compté qu'il pouvait en gagner 12. Si on rajoute l'étape des Champs-Élysées, globalement, il peut en gagner 13. Donc, s'il en gagne 5 ou 6, déjà, si on gagne 6, il va se retrouver à 23. D'accord, 23 avant le Tour de France 2026. Tadej Pogačar, il a 26 ans. Donc je me suis fait un petit calcul, on va dire, sur une base à peu près de 5 étapes par an, en admettant qu'il y a peut-être une année où il va être blessé, où il sera pas là, c'est possible, ça arrive dans la carrière de tous les grands coureurs. Hinault avait raté le Tour de France 1983, ce qui avait permis l'éclosion Tour 84, il avait raté, ce qui avait permis l'éclosion de Laurent Fignon notamment. Donc voilà, à un moment donné, il y a toujours les grands coureurs, il y a toujours un petit trou d'air où ils partent sur d'autres projets. Si Froome n'avait pas visé par exemple le Giro 2018, il aurait peut-être accroché un 5e Tour de France, le Tour 2018 qui avait été gagné par Geraint Thomas. Donc voilà, on sait pas bien évidemment ce qui peut se passer, mais s'il reste à peu près sur sa moyenne de 5 étapes par an, on a déjà le parcours du début du Tour de France 2026 du côté de Barcelone. Le premier contre-la-montre par équipe lui sera accordé comme une victoire, et c'est aussi un exercice qui est totalement taillé pour lui, vu qu'on a déjà le règlement. On va faire comme on avait fait sur Paris-Nice il y a quelques années, c'est le temps sera pris en compte sur le dernier coureur, et on va finir, je crois, sur la bosse de Montjuïc, sur l'étape de Barcelone. Donc c'est complètement taillé pour Tadej Pogačar. Donc j'ai fait mon petit calcul, et je pense que Poggi devrait aller chercher le record de Mark Cavendish sur le Tour de France 2030. Il aura pas encore 32 ans, il aura 31 ans, il sera peut-être dans sa dernière année de carrière, parce que rappelons quand même que Pogačar est sur le pont depuis qu'il a 19 ans, 18-19 ans. On le voit, il fait 3e de la Vuelta, il avait à peine 19 ans, donc au niveau de la longévité, il risque de se cramer un peu les ailes à un moment donné. Il y aura peut-être un mec à ce moment-là qui pourra peut-être le battre sur les classements généraux, sur des classements. Il y a des années, j'ai fait une moyenne de 5, il y a peut-être des années où il va en gagner 7 ou 8, il y a peut-être des années où il va en gagner 3 ou 4, mais je suis parti sur une moyenne de 5 avec une année de trou. Donc, en gros, globalement, en ralentissant peut-être à l'approche de la trentaine, Poggi, pour moi, devrait aller chercher le record de Merckx sur le Tour de France 2030. Donc voilà, c'est les petits trucs sur lesquels on s'amuse, on aime bien faire des projections. Il y a pas de pari long terme possible sur ça. Mais voilà, je pense vraiment, et ça sera le fil rouge du coup tordu dans les années qui viennent, je pense vraiment que Tadej Pogačar, je l'avais dit la première année du podcast, mais je pense vraiment que Tadej peut aller chercher ce record de Mark Cavendish, et clairement, il le vise. La deuxième chose dont je voulais vous parler, je voulais parler un petit peu scouting sur Side Limit. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. C'est vrai que souvent on parle des gros coureurs présents sur Side Limit. Les grosses équipes, c'est Tudor et Israël. Donc on parle un petit peu moins des autres équipes sur lesquelles, moi je pense, il y a du scouting à faire et il y a de l'argent à gagner. Et il y a une équipe dont je voulais vous parler, c'est la dernière équipe qui est rentrée sur Side Limit, c'est l'équipe de la Colo Quick. Alors ça parle pas forcément à tout le monde. La Colo Quick, c'est une équipe danoise, mais cette équipe, elle a notamment formé en 2018 un jeune poissonnier qui est devenu vainqueur du Tour de France, qu'on a gagné 2. Il s'appelle Jonas Vingegaard. D'ailleurs, si vous allez sur le compte Instagram de la Colo Quick, vous allez voir en tête de gondole, bien évidemment, Jonas Vingegaard avec un petit message pour la Colo Quick. Donc ça, c'est une équipe entièrement danoise, qui est formée de jeunes coureurs danois. Il y a juste Emil Tudal, qui a 29 ans dans l'équipe, qui est un peu l'ancien de l'équipe, qui a notamment été décroché, vous l'avez vu ces derniers jours, il a remporté le maillot du meilleur grimpeur sur le Tour de Norvège. Mais cette équipe, elle est hyper intéressante. Déjà, pour une chose, c'est que du côté des Uno X, on n'a plus d'équipe réserve. Il n'y a plus de Conti cette année du côté des Uno X. Donc, du côté des Uno X, qui est une équipe quasiment World Tour, mais c'est une pro team, ils sont presque World Tour. Moi, je pense qu'ils seront World Tour dans pas très très longtemps. Cette équipe, si elle a envie de recruter des coureurs scandinaves, et la Uno X ne recrute que des coureurs scandinaves, la première équipe dans laquelle on peut venir piocher des coureurs, c'est cette équipe de la Colo Quick. Et honnêtement, ils sont 14 et il y a des sacrés espoirs, et je pense que potentiellement, il y en a 5 ou 6 dans cette équipe qui peuvent monter en Pro Team, voire en World Tour. Je pense à Bertram Christensen, qui a sorti, non, c'est pas lui dont je voulais vous parler, lui, Bertrand Christensen. Bon, c'est pas le meilleur, mais il a sorti des bons résultats quand même en 2024. Non, Gutnies, qui a 23 ans, qui a été de tous les combats sur le Tour de Bretagne.
Hogsted, Konrad, qui vient de gagner la course des U23 de la classique de Francfort. Il a que 20 ans. Malte Elrup, il a 21 ans. Il vient de finir 23e du Tour de Norvège. Ensuite, on a un certain, c'est des noms qui vous parlent pas, mais on a un certain Otto Schulz Jolvig. Il a seulement 18 ans. Lui, il a véritablement du feu dans les jambes. Nielsen aussi, c'est très bon. Et enfin, Nordhoff, il a 22 ans. Lui, c'est vraiment le coureur que je vois monter assez rapidement. Tobias Var également, un très très bon. Nordhoff, si vous avez vu Paris 3, il a fait un truc de dingue. Il a été repris dans les 100 derniers mètres. Donc on se retrouve avec des mecs, ils sont danois, ils ont pas peur du froid, ils ont pas peur de la tempête. Mentalement, ils sont très très solides. Donc le niveau est très homogène, ils sont quasi tous bons. Et moi je pense que dans ces mecs-là, il y a au moins 1 ou 2 coureurs qui vont vraiment aller scorer en World Tour dans les années qui viennent. Et il y a forcément 1 ou 2 managers qui vont aller taper dans ces coureurs-là sur les cartes roses, sur les cartes jaunes, sur les cartes bleues, et qui vont réussir à faire des plus-values. Alors, encore une fois, je peux me planter complètement, je peux me tromper. Moi l'autre fois en carte rose en reward, j'ai été tirer la carte de Nordhoff. J'avais gagné une compétition et je suis vraiment très content de ce coureur. Et je pense que s'il y a une équipe dans laquelle, alors la Park Hotel, on parlera de la Park Hotel aussi très bientôt, mais pour moi s'il y a une équipe formatrice dans laquelle on peut vraiment aller taper des bons coureurs, les prendre à pas trop cher, parce que il y en a pas mal qui sont sur les radars, vraiment regardez et observez les coureurs de la Colo Quick, faites-vous vos avis par vous-même. Mais je pense que c'est pas par hasard que dans cette équipe on a réussi à détecter Jonas Vingegaard. Vous connaissez l'histoire. Au départ, du côté de la Visma, ça s'appelait pas la Visma à l'époque, mais du côté des hommes de Plougueux, on regardait cette équipe et on était venu caster, je crois que c'était Sabi d'ailleurs qui voulait caster à l'époque. Il me semble que c'est lui, coureur aujourd'hui qui est sur les ligues asiatiques. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était lui. Et du côté des dirigeants de la Colo Quick, on a dit aux dirigeants de l'équipe de Plougueux à l'époque, on leur a dit attendez, nous on a un jeune, il vend du poisson le matin et il est pas mauvais, et c'était Jonas Vingegaard. Et donc depuis, vous connaissez l'histoire, il a claqué 2 Tours de France. J'en profite pour vous rappeler le petit coup de promo au passage pour nos amis de Side Limit. Side Limit n'est pas sponsor, n'est pas partenaire de ce podcast. Je rappelle qu'on a créé ce podcast Le Coup Tordu parce que il y avait un jeu de digital fantasy gaming qu'on appelait de tous nos voeux qui s'est créé, qui s'appelle Side Limit, une sorte de modèle basé au départ un petit peu comme Sorare, mais sur le vélo. Même si aujourd'hui les deux jeux n'ont plus grand chose à voir. D'ailleurs, faudra qu'on parle un petit peu les managers de Sorare qui sont dégoûtés. Et moi le premier de l'arrêt de Sorare Data, Sorare qui marche complètement à l'envers, et Side Limit qui marche à l'endroit. Les gros prize money arrivent, les gros prize money, c'est tous les ans sur Side Limit, c'est sur le Tour de France. Là on est en saison 3 de Side Limit. Je vous redonne notre code de parrainage, Coup Tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit. Et dans le prochain épisode du Coup Tordu, je referai un tirage exclusif pour vous offrir une reward sur Side Limit avec tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage. On fait des tirages au sort, on les affiche sur les réseaux sociaux. Donc l'inscription est totalement gratuite. Vous pouvez vous entraîner sur la Ligue 4, c'est gratuit. Il y a encore quelques épreuves avant le Tour de France. Si vous avez quelques euros, vous pouvez également vous constituer une galerie pour la Ligue 3, pour la Ligue 2 et même pour la Ligue 1. Donc ça, la Ligue 1, ça coûte forcément un peu plus cher, mais c'est là aussi où il y aura les plus gros prize money, même s'il y aura aussi de l'argent à gagner en Ligue 2 et en Ligue 3 et même en Ligue 4. Donc je vous redonne notre code de parrainage, Coup Tordu 0 avec le chiffre 0. Et si vous avez des questions sur le jeu, il y a un Discord avec tous les managers de Side Limit. Il y a une communauté qui est très très sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, Side Limit n'est pas partenaire, n'est pas sponsor de ce podcast. On passe à la preview de la 4e étape du Dauphiné, donc le fameux contre-la-montre. Allez voir la preview de Thibaut également sur le site Vélo Futé. Enzo qui va vous en claquer une aussi sur son site The Big Gear. 17 km et demi, 214 mètres de déclivité, voilà comme le dit Thibaut sur Vélo Futé. Donc de dénivelé positif. Donc ça veut dire qu'on a une belle bosse quand même au milieu du parcours, une bosse de quasiment 2 km avec des jolis petits pourcentages. Donc c'est pas non plus complètement pour les purs spécialistes. Je pense qu'un mec, on va dire de chrono, véritable spécialiste de chrono tout plat, un peu à la Joshua Tarling, il pourrait souffrir sur ce type de parcours. En tout cas, un bon rouleur, un très très bon rouleur qui a du punch, en principe il le bat. En gros, sur ce type de chrono, on met Remco contre Tarling, il n'y a pas photo, logiquement Remco doit le poutrer. Du côté de la météo, vent de face sur le chrono, ça sera le vent de face, c'est quelque chose qui
véritablement avantage Remco Evenepoel. Alors ça aussi dans les analyses c'est un truc à prendre en compte et j'y avais pas pensé dans l'analyse d'hier, c'est que les coureurs du classement général ils aiment bien avoir leur tenue. Aujourd'hui on a des tenues avec lesquelles on peut gagner des watts, hein. C'est vraiment la chasse aux watts, on en avait parlé, rappelez-vous, dans le podcast à l'époque avec Maël Guégan qu'on avait reçu à la fin de l'année 2023 et donc on gagne 3 watts sur les casques, 4 watts sur les chaussettes, 2 watts sur le short et donc à la fin c'est plus des gains marginaux, ça devient des gains abyssaux. Et donc quand on court avec un maillot distinctif, un maillot blanc, un maillot de grimpeur ou un maillot jaune, on n'est pas avec la tenue de l'équipe, on est avec la tenue de l'organisateur. Avec la tenue de l'organisateur, voilà, on perd quelques watts. Alors c'est pas non plus dingue, hein, ça va pas non plus faire qu'un cheval de course devient un âne, mais les coureurs aiment pas trop, ils aiment bien avoir les petites tenues qu'ils ont testées à l'entraînement. C'est normal, aujourd'hui on pèse tout, on calcule tout. Donc c'est aussi quelque chose que j'aurais dû prendre en compte dans l'analyse de cette étape, de l'étape 3. Donc on revient sur le contre-la-montre. Donc effectivement c'est complètement taillé pour Remco Evenepoel. Le vent de face c'est pour lui, la petite bosse c'est pour lui. Alors les seules interrogations, je reviens sur ce qu'a dit Jérôme Pinault à juste titre dans Grand Plateau. Remco il a perdu du poids, il a perdu 1,8 kg, ce qui est colossal, bien évidemment. Donc logiquement si on perd en poids on améliore ses capacités de grimpeur, mais en contrepartie on doit aussi perdre un tout petit peu en chrono. Alors après, est-ce que Evenepoel a une marge si importante sur Pogačar et Vingegaard qui a l'air très très en forme d'ailleurs, hein. Je pense qu'on a dû bosser ces dernières semaines, hein, contrairement à ce que je vous indiquais dans l'épisode sur la preview du Dauphiné, où je me posais quelques questions sur la préparation et sur la forme de Vingegaard, sur ce qu'on avait vu au début de la saison. Non, là je pense que véritablement sur les 2 derniers mois on a très très bien travaillé. En tout cas il a le sourire, hein. C'est rare d'avoir un Jonas avec le sourire, hein. Parfois c'est un peu un mec qui fait la gueule, même s'il paraît que dans le peloton il est beaucoup plus sympa que Tadej Pogačar. C'est Brian Cocard qui avait dit ça dans une interview. Donc au niveau des cotations sur le Bookref, on a Remco à 1,44, Poggi à 3,50 et Vingegaard à 6. Bon, pour moi, la réalité, on a échangé un petit peu là-dessus avec Thibaut sur les réseaux sociaux, en privé. Pour moi, la réalité, c'est que ça doit être beaucoup plus serré que ça. Moi, je m'attendais à voir un Remco sortir autour de 1,70. Voilà, 1,70 et ensuite les cotes conséquentes et Vingy un petit peu plus proche que Pogačar. Si Vingegaard l'emporte, je suis pas surpris. Si Poggi l'emporte, je suis pas surpris. Si Remco l'emporte, je suis pas surpris. Donc, est-ce qu'il y a des values à trouver là-dedans ? Oui, forcément. Du coup, Pogačar et Vingegaard, vu que pour moi la cote de Remco est tabassée, pour moi, on va dire, allez, je donne un petit peu plus de 50% à Remco et je partage le reste entre Poggi et Vingy. Donc, du coup, Jonas devient le plus-value des trois, largement. Maintenant, largement, oui, il y a value. Il n'y a pas une énorme value, mais il y a une value sur Vingegaard. Et le vent de face, c'est aussi quelque chose qui l'avantage. Maintenant, est-ce que j'irai ? Non. J'irai pas parce que je pense qu'il va pas gagner. Mais je pense qu'il va pas être très loin. Je pense que ça va vraiment se jouer en pas grand chose. Si j'avais un prono à donner, pas un pari, un prono à donner, je verrais bien Remco l'emporter, mais avec Poggi et Vingegaard à moins de 10 secondes derrière. Voilà, vraiment un truc très serré. Poggi a un avantage sur les deux autres, c'est qu'il va avoir les temps de référence. Donc si vraiment ça se joue à rien du tout, au mental, Poggi peut aller les chercher. Après, au niveau de l'aérodynamisme et au niveau du vent de face, alors c'est pas le plus mauvais non plus là-dessus, hein, Poggi, hein, mais véritablement au niveau du taux de pénétration dans l'air, le plus fort c'est Remco. Donc ça c'est avantage Remco. Sauf que dans l'ascension du parcours qui va être décisive, là on va plutôt avoir du vent de dos. Et là c'est avantage Pogačar. Donc vous voyez, il y a des choses qui avantagent les uns et les autres, et c'est vraiment ultra méga compliqué d'aller sortir un bet sur cette étape, même si encore une fois je trouve que la cote de Remco est absolument pas value et que s'il y a un petit truc à aller chercher, c'est plutôt sur les deux autres. Mais j'irai pas. S'il y a un truc à aller chercher sur cette étape, pour moi, alors j'ai regardé les match-up, il y a rien qui me plaît, hein, j'aurais pu aussi éventuellement s'il y a du match-up encore à tenter, j'ai un peu sorti les match-up de mon jeu. Je pense que s'il y a du match-up encore un petit peu à tenter et que je tenterai dans le futur, c'est plutôt sur les contre-la-montre. Alors pour moi, et pour ça que je vous donnerai pas mes pronostics tout de suite, on va plutôt regarder au niveau des top 10. Et les top 10, les books les donnent
très très tard. Vraiment très très tard. Je vais analyser les top 10 dans le cours de la matinée. Donc pour ceux qui nous écoutent, je sais que vous êtes très nombreux, je vois les stats du podcast. Très souvent, vous écoutez le podcast le matin. Le gros des écoutes d'audience, c'est le matin entre 7h et 10h, 10h30 du matin. C'est vraiment là où on a nos pics d'audience. Le truc, c'est que quand je donne des pronos, même si je vous donne un top 10 maintenant, je sais pas, je vous donne un exemple. Voilà, au départ, j'étais un peu parti, je pensais à Tim Wellens, mais c'est vrai que Wellens, comme l'a fait remarquer Thibaut, il s'est quand même fait larguer assez tôt sur les étapes, donc il doit peut-être digérer son stage de préparation. Mais Wellens, par exemple, l'année dernière sur le Tour de Pologne, sur un chrono, il a battu Vingegaard. Alors c'était pas un immense Vingegaard, mais on sait que Tim Wellens, quand il a vraiment envie, il est capable de faire de très gros chrono. Donc Wellens, un top 10, ça peut éventuellement le faire. Donc moi alors j'irai pas sur Wellens, sur la forme j'irai pas, simplement je vais attendre les top 10 et je vais pas vous le dire parce que les bookmakers vont tabasser les cotes. Donc ce que je vais vous dire, c'est de surveiller le X, le Twitter du coup tordu. Dès que les top 10 vont apparaître, je vous mettrai un prono ou pas, ça sera en fonction des cotes, mais j'ai pas envie de tout tabasser, maintenant, mais j'ai quelques top 10 en tête, mais encore une fois, ça dépendra des cotes. Et les cotes, on les aura que avant l'étape. Et si je vous les donne là dans le podcast, les cotes sont rabassés. Donc c'est une sorte de jeu de chat et la souris avec les bookmakers. Rappelez-vous l'épisode du coup tordu qu'on avait fait avec un ancien trader. C'est d'ailleurs le deuxième épisode le plus écouté de toute l'histoire du coup tordu. On avait reçu un ancien trader, François, qui avait travaillé chez 2 gros bookmakers français. Et le premier truc qu'il a dit en arrivant dans le podcast, c'est que les bookmakers vous écoutent dans le coup tordu. Ils sont à l'écoute. Et donc ils réadaptent. Ils suivent. Et puis voilà. Puis si je donne un truc, vous allez appuyer. Quand je donne un truc, même en top 10, si on n'a pas les top 10, si je dis par exemple, allez, je vois Michael Léonard en top 10, il y en a qui vont aller appuyer sur le top 3 ou la victoire de Michael Léonard. Ça va donner des indices aux bookmakers, donc ils vont déjà réajuster la cote. Donc vous comprenez, voilà. Donc on va jouer ce petit jeu du chat et de la souris. Donc allez vous caler sur le X, le Twitter du coup tordu. Je peux pas donner les pronostics sur d'autres réseaux sociaux. Sur Facebook, je prends des strikes. Sur TikTok, on n'en parle même pas. TikTok déteste les paris sportifs. Et sur Insta, c'est très limite. Donc c'est sur le X, sur le Twitter. Je n'ai aucune affection pour Elon Musk, mais ça reste malgré tout le seul réseau social dans le monde où on peut lâcher des pronos un petit peu plus de manière cohérente. Donc dès que les top 10 tombent ce jeudi matin, je vous donne mon prono ou pas sur le compte X, sur le compte Twitter du coup tordu. On se retrouvera pour un 306e épisode. On analysera la 5e étape du Dauphiné 2025. Je vous souhaite à tous une belle étape. La prévue de Thibaut sur Vélo Futé, la preview d'Enzo sur son site The Big Gear et les réseaux sociaux du coup tordu présents sur Facebook, Instagram, sur TikTok et sur toutes les plateformes de podcast et également la chaîne YouTube du coup tordu. Allez, à très vite les amis.